7h36, bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe. Bonjour Benjamin Haddad. Bonjour. On va parler dans un instant censure et agriculture, mais d'abord cette bonne nouvelle, le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah qui est entré en vigueur cette nuit au Liban. C'est un accord qui a été conclu sous l'égide de la France et des États-Unis. Alors le président américain a déjà prévenu, il n'enverra pas de troupes au sol. Est-ce que ça veut dire que ce sont les soldats français qui vont œuvrer à la mise en œuvre justement de ce cessez-le-feu? Il faut saluer cet accord de cessez-le-feu qui a été trouvé, qui va permettre de ramener le calme, de protéger les civils libanais, de préserver les Israéliens des attaques terroristes que l'on voit depuis le 8 octobre, le lendemain du 7 octobre. C'est un engagement très fort de la France, un engagement personnel du président de la République, vous le savez, en soutien au Liban. On a eu il y a quelques semaines, le 24 octobre, une conférence de soutien au Liban, à la fois sur l'aide humanitaire, sur le soutien aussi aux forces armées libanaises. Vous voyez un succès pour nous. C'est un engagement de la France, du président de la République, aux côtés des États-Unis et du président Biden. Le président de la République l'a dit, ça doit être maintenant une opportunité pour le Liban, pour la population et les dirigeants libanais de recréer de l'unité et de tracer l'avenir pacifique. À l'élection d'un président au Liban. La bonne nouvelle, elle vaut pour le Liban, pour le Sud-Liban. En revanche, pas pour Gaza, pas pour les Palestiniens. Ce matin, le Hamas se dit prêt, lui aussi, à une trêve à Gaza. Est-ce qu'en ce moment même, la France est aussi en train de négocier un accord comparable à Gaza, pour Gaza? Mais depuis des mois, la France est mobilisée avec ses partenaires. Vous le voyez, mobilisée dans la diplomatie pour trouver les conditions d'un cessez-le-feu dans la région qui devra entraîner le retour du dialogue politique et la solution à deux États, l'acheminement de l'aide humanitaire pour les civils, la libération inconditionnelle des otages. Je rappelle que nous avons pas encore au cessez-le-feu. 2 otages français qui sont retenus par le Hamas à Gaza, Ohad Yahaloumi, Ofer Calderon. Il ne faut pas les oublier. La France s'engage pour la paix et le dialogue dans la région. Alors venons-en à ce qui préoccupe votre gouvernement. Votre Premier ministre était hier soir l'invité du 20h de TF1. Dans les messages à retenir notamment, l'idée qu'il passera assurément par un 49.3 pour faire valider le budget. Il a mis en garde face au risque de tempête, ce sont ces mots, de turbulences graves sur les marchés, au cas où il serait renversé par une motion de censure, et donc vous avec. Si on résume la stratégie du gouvernement, c'est de dire c'est moi, c'est nous ou le chaos? Mais le Premier ministre a eu des mots très forts, mais qui sont à la hauteur de la gravité de la situation. Les Français demandent de la stabilité, notre pays a besoin de stabilité. Regardons autour de nous. Dans ma mission actuelle, le ministre des Affaires européennes, je voyage, je parle à nos partenaires européens. Nous avons la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine à nos portes, les élections américaines, des défis majeurs au niveau européen, l'investissement le fait d'avoir ou de pas avoir un budget qui va régler tout ça. La compétitivité. Mais si la France n'a pas de budget, si notre gouvernement est censuré demain, c'est notre influence, c'est notre crédibilité qui en prend un coup. Le Premier ministre a raison de le rappeler. Demain, nous pourrons avoir une pression sur les taux d'intérêt et le coût de la dette. Et donc la censure appauvrira les Français. La censure mettra le pays dans une situation financière catastrophique. C'est surtout pour Michel Barnier que ce sera un problème. Il faut sauver le soldat Barnier qui risque sinon de disparaître. Moi je voudrais vraiment qu'on prenne la mesure de la situation. Vous diriez un scénario à la grecque, comme votre collègue porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, qui disait on risque un scénario à la grecque. Maud Bréjon a parfaitement raison. Effectivement, vous avez déjà les taux d'intérêt de la France qui augmentent. Nous sommes scrutés par nos partenaires européens. Et d'ailleurs, je me félicite, hier, la Commission européenne a rendu un avis favorable sur la trajectoire budgétaire de notre pays, mais on est attendu effectivement et on est quand même de très mauvais élèves encore dans la classe européenne. Par les marchés financiers, par nos investisseurs, ceux qui achètent notre dette, qui sont, comme le Premier ministre l'a rappelé souvent, des investisseurs étrangers, américains ou chinois, par les agences de notation. Donc oui, c'est un enjeu de crédibilité, ça devient un enjeu de souveraineté pour notre pays. Donc nous devons continuer cette trajectoire de réduction de déficit. Là, on a un budget qui est à la hauteur des enjeux, mais en effet, dans une situation économique et géopolitique qui demande d'être responsable. Si l'heure est si grave, vous avez des cartes en main, c'est-à-dire réunir les conditions pour qu'il n'y ait pas de censure et que le gouvernement ne chute pas. D'ailleurs, il l'a dit hier, Michel Barnier dit pour éviter de tomber, il faut aussi écouter. Il a esquissé des gestes en direction du RN, la taxe sur l'électricité, un geste sur la proportionnelle. Il y a aussi des sujets qui concernent votre famille politique. Vous venez du parti Renaissance. Il a évoqué hier la question des charges sur les salaires. Je rappelle pour nos téléspectateurs, Gabriel Attal veut maintenir les allègements de charges tels qu'ils existent aujourd'hui. Michel Barnier prévoit de les revoir pour faire des économies. Vous dites quoi? Il faut les maintenir ou il faut les revoir? Déjà, je voudrais saluer le fait que le Premier ministre a fait le choix de respecter les parlementaires, de respecter le débat à l'Assemblée et au Sénat. Et donc nous avons depuis quelques semaines, avec toutes les forces politiques, des débats, des négociations pour écouter les sensibilités. Il y a un budget qui a été mis sur la table et maintenant, effectivement, aux forces politiques de
s'en emparer. Moi, je suis un ministre, vous l'avez dit, de la famille EPR, Renaissance. Nous portons une philosophie politique depuis 7 ans, la politique de l'offre, la réduction des charges, des impôts, qui a permis de faire notre pays un pays attractif pour les investissements étrangers, qui a permis de faire baisser le chômage. Vous dites comme votre collègue de l'économie, attention à l'impôt trop, et on ne peut pas toucher à ça. Après, nous avons, je vous le disais à l'instant, des enjeux majeurs de réduction de nos déficits sur lesquels nous sommes attendus et qui sont nécessaires pour la souveraineté, pour préparer l'avenir de notre pays. Donc il y a ce débat, nous respectons les parlementaires, nous avons cet échange. Il y aura aujourd'hui, je crois, une commission mixte paritaire sur le mais donc, sujet. est-ce qu'aujourd'hui, votre famille politique, votre parti va faire en sorte que le budget aboutisse, le budget de la sécurité sociale? Et donc, une fois de plus, nous avons ce dialogue avec les parlementaires, nous les respectons, nous écoutons les sensibilités. Ils font valoir des préoccupations, bien sûr, qui sont légitimes, et donc on continuera à travailler avec les Vous avez quand même commencé à préparer vos cartons au cas où? Mais vous savez, quand on fait de la politique, on sait que la situation est toujours temporaire, au fond. Je me rappelle, Aurore Berger, je crois, qui disait on est toujours plus longtemps ex-ministre que ministre. Moi, j'admire beaucoup le calme du Premier ministre dans cette période. On est vous avez bien intégré que dès la semaine prochaine, ça pouvait se terminer. Mobilisé dans la mission pour servir les Et il se passe quoi après alors? Parce que vous évoquez les sanctions, les conséquences financières, le scénario de la grève. Politiquement, il se passe quoi si le gouvernement saute, selon vous? C'est quoi la suite? Mais moi, je pense que c'est un saut dans l'inconnu. C'est un saut dans l'inconnu, véritablement. Et encore une fois, regardez les enjeux dont on parle. On débattra aujourd'hui au Sénat de la question du Mercosur. Mercosur. Il y a eu un vote hier à l'Assemblée, large rejet, sans surprise. Où notre gouvernement, ou notre pays, le président de la République, le Premier ministre font entendre une voix avec un message clair. Cet accord n'est pas acceptable dans les conditions telles qu'il est présenté par la Commission, ni sur le plan de l'équité commerciale, ni sur le plan des normes environnementales et des clauses miroirs et de la réciprocité. Une fois qu'on avait fait voter le Parlement, Benjamin Haddad, il y a la question de l'efficacité politique. On fait quoi? On croise les doigts pour que la Commission nous entende? Mais on travaille avec nos partenaires et je peux vous dire que la colère qui est exprimée aujourd'hui par les agriculteurs, c'est la même colère dans d'autres pays, chez certains de nos voisins, qui entendent. Donc on travaille à constituer une coalition. Mais est-ce qu'on a cette coalition pour bloquer le Mercosur aujourd'hui? Mais on travaille précisément avec nos partenaires qui sont nombreux et qui s'expriment maintenant. Certains s'expriment et qui partagent les mêmes préoccupations, les mêmes inquiétudes. Qui est prêt à bloquer le Mercosur en Europe? Quel pays? Mais ce que je voudrais vous dire, c'est quel pays, Benjamin Haddad? Comment peut-on dire on va s'engager pour les agriculteurs, pour protéger nos agriculteurs, et dans le même temps, on va voter la censure? Mais la censure aujourd'hui, c'est le Mercosur demain. C'est un gouvernement qui ne peut plus faire entendre sa voix précisément pour protéger nos agriculteurs. Enfin, vos opposants politiques ont aussi dit leur opposition au Mercosur. Donc un autre gouvernement serait aussi opposé au Mercosur. Face à tous ces enjeux, nous avons besoin d'un gouvernement qui en 10 secondes, Benjamin Haddad. Aujourd'hui, le gouvernement est au travail. Anne Hidalgo a dit hier qu'elle ne se représenterait pas à Paris. Vous êtes député de Paris. Qui est la candidate naturelle ou le candidat naturel pour votre camp? Rachida Dati serait le cas? Déjà, peut-être une remarque dessus, parce que j'ai beaucoup combattu Anne Hidalgo. J'ai été très critique de son action et de son bilan, mais je salue toujours quand les dirigeants politiques font le choix de partir par eux-mêmes et de ne pas se présenter à l'élection. Quand ils partent, c'est toujours mieux quand il reste. Je voudrais le dire. Moi, maintenant, sur l'élection municipale à Paris, qui va être une élection majeure pour l'avenir des Parisiens, moi, je souhaite qu'on ait une alliance avec LR. Dès le premier tour, il faut qu'on réunisse nos forces, qu'on se mettre après d'accord sur un processus. Vous n'avez pas dit si Rachida Dati était ou pas la candidate naturelle. Mais moi, j'ai beaucoup d'amitié pour Rachida Dati. On fera une réunion d'ailleurs bientôt dans ma circonscription. Je crois qu'il faut qu'on ait en tout cas un candidat commun et qu'on évite le poison de la division qui a été l'une des raisons de la défaite aussi la dernière. On aura l'occasion d'en reparler d'ici à 2026. Merci beaucoup.